à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle émission qu'on lance ici au fan club français des New England Patriots. Alors vous connaissiez déjà les lives, le 5e quart-temps que vous retrouverez évidemment prochainement, mais cette fois-ci on lance une toute nouvelle émission où on va parler de l'histoire des New England Patriots. Alors on va parler du passé donc des Patriots, que ça soit une rencontre à fait, un joueur, une anecdote. On va aborder plein de sujets que vous allez retrouver de manière régulière au fil de ces émissions. Évidemment, lors de ces émissions, je ne serai pas seul, je serai accompagné du plus historien, de celui qui connaît le plus l'histoire des Patriots. Vous l'aurez sans doute reconnu, notre cher psychopathe. Bonsoir, président. Salut à toutes, salut à tous, salut Cédric. Écoute, je suis hyper content d'être là pour une telle émission basée sur l'histoire des Patriots. Donc passionné, bien sûr, vous le savez, des Patriots, mais aussi d'histoire de manière générale. Et alors, quand il s'agit de l'histoire des Patriots, ça me plaît. Pour cette première émission, nous allons parler d'une rencontre. Cette même rencontre qui se déroulera ce week-end, c'est-à-dire celle qui va opposer les New England Patriots aux Minnesota Vikings. Pour cela, retour sur le 13 novembre 1994, où les Patriots vont recevoir l'équipe du Minnesota. Avant cette rencontre, Minnesota affiche un bilan de 7 victoires pour 2 défaites, alors que côté Patriots, l'affiche est de 3 victoires pour 6 défaites, et donc un bilan négatif. Alors avant de parler de cette rencontre en détail avec notre président et de vous raconter quelques anecdotes dessus, on va rapidement vous présenter les joueurs qu'il y avait dans ces deux équipes. On va commencer par celle des Patriots en parlant d'un joueur qui s'appelle Ben Coates, président, qui était le tight end des Patriots à ce moment-là. Ah oui, quel tight end. Ben Coates, c'est quelque chose c'est un joueur qui est exceptionnel dans l'histoire des Patriots pour la simple et bonne raison, c'est que depuis le début de l'histoire des Patriots, il n'y avait pas eu un tight end avec autant d'influence sur le club. Et tout le monde aujourd'hui pense à Gronk quand on parle de tight end et des Patriots, mais avant Gronk, c'était Ben Coates. Et même aujourd'hui, si je propose vraiment à nos auditeurs d'aller jeter un petit coup d'œil, de taper sur Google Ben Coates et de lire les stats. Il a des stats monstrueuses, c'est un pro bowler, c'est quelqu'un qui a marqué la ligue de son empreinte durant tout ce temps. Donc c'est vraiment la cible numéro 1 de notre quarterback lors de ce match. On vous dira après qui était le quarterback pendant ce match, parce qu'on en parlera un tout petit peu. Il mériterait une émission particulière, mais ça... Si peu. Si peu. Mais ça, on vous le gardera pour un petit peu plus tard. Les autres joueurs du côté des New England Patriots, on avait un certain Michael Timpson, président. Michael Timpson, un receveur qui est très fort, un potentiel énorme. Lui aussi, peut-être ce jour-là, la meilleure arme offensive de l'équipe. Ensuite, on avait Leroy Thompson aussi. Leroy Thompson, alors là on est plus sur la course, c'est donc un coureur qui avait fait, je me souviens plus les clubs où il était passé, mais qu'on n'a pas drafté nous, à vérifier, hein, ça je vous dis ça vraiment de mémoire, c'était pas hier le match, mais ouais un bon coureur, voilà, une petite arme au sol importante qui devrait rapporter quelques yards dans ce match. Il a été drafté et il vient de Pittsburgh. Voilà. Exactement. Il y a Eagles, non, aussi il a fait Kansas, il a fait Tampa Bay. Tampa Bay, c'est ça, exact. Voilà, et on va finir par Marion Butts, côté de l'attaque, qui est aussi donc un coureur. Tout à fait, Butts qui est le titulaire, on compte sur lui. Voilà. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, la course n'est pas forcément notre fort et surtout n'est pas du tout la priorité de notre coach, qui n'est absolument pas Belichick à ce moment-là, mais qui est Bill Parcells, une légende à ce moment-là de la NFL, puisqu'il vient de gagner un titre 2 ans plus tôt avec les Giants de New York. Voilà. Et donc Bill Parcells, c'est sa 2e année en tant que head coach des New England Patriots. Et pour entrer dans le cadre un peu aussi global de la franchise, c'est la première année de propriétaire en tant que monsieur Robert Kraft. Et ça, on en parlera dans une émission qui sera beaucoup plus dédiée à ça, son arrivée. Et... C'est ça. Il faut remettre vraiment ce match dans un contexte. C'est justement la 2e année de Bill Parcells,
qui a été recruté donc, par Kraft, qui a vraiment un projet de franchise. On en parlera plus tard, comme tu l'as dit, dans une autre émission. Mais Parcells, c'est la star des New England Patriots à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est lui qu'on a recruté. Pourquoi ? Pour gagner le titre. Voilà. Les Patriots, à ce moment-là, sont une équipe vraiment très moyenne. On est les Browns de Cleveland. Ça aussi, on pourra en faire une émission dessus. Mais il faut savoir que cette année 94 dont on parle, elle suit 3 années où les Patriots ont un bilan en 91 de 6 victoires, 10 défaites. En 92, 2 victoires, 14 défaites. Et 93, donc l'année juste avant ce match, 5 victoires, 11 défaites. Et là, nous en sommes, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 3 victoires, 6 défaites avant ce match. Donc, on est dans une suite de défaites depuis 4 ans. Sans parler de la 1990 où on a même gagné qu'un seul match sur 16 matchs. Voilà, donc on est vraiment sur une lignée négative. Bill Parcells a été acheté par les Patriots pour changer cette image de loser. Et on va se rendre compte petit à petit qu'il va y parvenir. Et donc on finit les présentations de cette équipe des Patriots donc avec le kicker, Matt Barr, qui n'a pas forcément été un très bon kicker, mais qui nous sera utile pendant ce match. Tout à fait. Il n'y a rien à rajouter. Mais il manque quand même quelqu'un dans cette équipe des Patriots. Je crois qu'il manque un QB, président. Petit QB. Voilà, petit QB c'est ta 2e année au sein des Patriots. Il a été drafté la saison précédente. Un certain numéro 11. Tout à fait. C'est pas Edelman. Voilà. Non, voilà, ce n'est pas Edelman. Bon, je pense que vous l'aurez reconnu. C'est un certain Drew Bledsoe, président. C'est ça, Drew Bledsoe, mon idole de toujours, drafté en 93, joueur donc universitaire de Washington State, des Cougars, qui est drafté au premier tour en 93 et qui est la 2e star avec Bill Parcells du club. C'est-à-dire qu'en 93, Bill Parcells est amené aux Patriots pour gagner le titre et qui est drafté, le numéro 1 de draft, Drew Bledsoe, pour amener les Patriots au titre. Donc on a ce duo Parcells-Drew Bledsoe, qui est vraiment un duo un peu à la Tom et Belichick, c'est-à-dire qu'il y en a pas un ne va pas sans l'autre à ce moment-là. On est vraiment sur ce duo un peu magique qui va transformer la franchise, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, Parcells qui a décidé de donner libre cours à Drew Bledsoe, c'est-à-dire qu'il s'est lancé, il a un énorme bras, il lance très loin, il lance très rapidement. Un peu pour ceux qui ont peut-être connu à cette époque un certain Dan Marino, c'est un petit peu dans le même esprit. Il court pas beaucoup, mais par contre il lance très rapidement, très fort, très loin. Donc dans cette 2e année de Drew Bledsoe et de Parcells, l'idée ça va être Drew, tu vas lancer, et tu vas nous faire gagner. Voilà. Et vous verrez les stats à la fin de la rencontre. Pour le coup, Drew Bledsoe a lancé pendant ce match. De l'autre côté du terrain. Oui. De l'autre côté du terrain, les Minnesota Vikings, menés par leur quarterback Warren Moon, président. Tout à fait, Warren Moon qui est la star du match. Voilà, tout simplement, Warren Moon, c'est à ce moment-là, au moment du match, c'est le quarterback numéro 1 de la NFL, c'est lui qui a les meilleures stats, et au nombre de yards en tout cas. Et le deuxième, qui c'est Drew Bledsoe. Donc on va avoir dans ce match le duel de l'ancien Warren Moon et du jeune qui arrive, Drew Bledsoe. Donc c'est vraiment un duel un peu de génération et de QB monstrueux, quoi. Et les autres joueurs un peu de cette équipe de Minnesota, on a du Terry Allen, Robert Smith, Quadri Ismail et Jack Reed notamment. Et Chris Carter, receveur monstrueux, Chris Carter, pro bowler, Hall of Famer depuis, et Terry Allen dont tu as parlé, un coureur qui est excellentissime, qui on va voir dans ce match, va marquer un peu les esprits. Il est temps de parler de cette rencontre, président. Tout à fait, tout à fait. Alors pour juste un petit clin d'œil, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la NFL et des Patriots, mais de la NFL en général, on essaiera de mettre une petite photo sur le site ou sur notre page Facebook pour que vous voyez. Cette année-là, c'est l'année où il y a les sigles du 75e anniversaire sur la poitrine des joueurs. Donc il y a un petit sigle triangulaire, vous le verrez sur la photo, où il y a marqué 75. Voilà, on est dans cette année-là et c'est une année assez exceptionnelle niveau football. Donc on est parti pour cette rencontre sur le premier quart-temps et donc c'est Minnesota. C'est parti et donc c'est Minnesota qui récupère le ballon en premier et qui va tout simplement mener un drive victorieux et qui va ouvrir tout de suite le score. C'est ça, voilà.
Alors, la petite anecdote, c'est que les Vikings, à ce moment-là, donc on l'a dit, sont à une fiche de 7-2, 7 victoires, 2 défaites, et sont complètement prétendants au titre. C'est-à-dire que c'est la grosse équipe. Les Patriots, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont un peu les losers de la NFL. Ils vont se faire écrabouiller par les Vikings. C'est une certitude, on en est tous sûrs. Sauf que notre espoir, c'est la première possession. Pourquoi ? Parce que les Vikings sont très mauvais en première possession dans le match. Donc on se dit, bon, la première possession, normalement, ils vont rien faire. On devrait retrouver le ballon rapidement. Que nenni. 7-0 pour les Vikings dès la première possession sur un touchdown de Terry Allen, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Le coup de pied donc est transformé et la première possession des Patriots se termine par un punt de 43 yards. Voilà, on est de 45. On est dans des ratés sur ratés. Drew Bledsoe tente des choses, personne ne l'attrape. Il tente beaucoup sur un joueur dont tu n'as pas parlé, qui est dans l'équipe. Un autre receveur, tu as parlé de Timpson, sur Crittenden. Crittenden, c'est un joueur qui a été drafté l'année d'avant. C'est un jeune, beaucoup d'espoir en ce joueur. Eh ben non, Drew Bledsoe envoie la balle, il rate, il drop, pas très fort, voilà. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas et l'équipe ne marche pas du tout parce que récupération de Minnesota qui va conduire à un field goal de 40 yards. C'est ça, les Minnesota continuent sur leur lignée. On est à 10-0. Assez rapidement, on est dans le deuxième quart. Non, même pas, on est dans la fin du premier, hein, je crois. C'est fin ça. Du premier. Il reste 2:30 à peu près. Voilà, fin du premier, donc on est quasi au deuxième. 10-0. Les Patriots défendent pas trop mal, donc mais non, malgré tout, au moins un field goal, 10-0. On n'est pas bien, Non. Et on n'est pas bien et on continue à être pas bien parce que... On attaque donc on va jusqu'au deuxième quart-temps et les Patriots puntent encore à leur tour sur un free and out. Donc ils font un first down et ils puntent assez rapidement. Ouais, ça fonctionne pas. Il y a un autre receveur qui est intéressant dans les armes de Drew Bledsoe, c'est Vincent Brisby. Donc moi personnellement, c'est un de mes receveurs préférés dans l'histoire des Patriots, mais c'est plus un coup de cœur sentimental et amical parce que j'avais eu la chance de le rencontrer en 98 qu'autre chose parce que c'est pas un joueur qui a marqué les esprits. Et petite anecdote, quand je le rencontre en 98, j'arrive à lui parler un petit peu en plus de demander un autographe et je lui dis tu es mon receveur préféré actuel, alors qu'il y avait quand même Terry Glenn à l'époque aux Patriots. Et là il me regarde, il me dit mais tu te moques de moi? Et il croyait que je blaguais. Je dis non, je te garantis. Et en fait, les Américains sont tellement dans la performance qu'ils ne comprenaient pas ça puisse être lui, mon préféré, parce que Terry Glenn était meilleur, clairement. Mais voilà, bon, c'était pour la petite anecdote. Donc, Vincent Brisby, même dans cette possession, n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Donc, ni Crittenden, ni Timpson, ni Vincent Brisby arrivent à faire quelque chose. On n'y arrive pas. C'est ça. Et donc, on repart punt sur punt des deux côtés et on arrive à peu près, donc il reste à peu près 12 minutes dans ce deuxième quart-temps. Récupération donc de la balle de Minnesota qui va nous conduire à un touchdown de Minnesota de 65 yards de Quadri Ismaël et on est à 17-0. 17-0, Quadri Ismaël qui est quand même... tu l'as cité tout à l'heure, mais on n'a pas insisté, qui est un super joueur, très très rapide, qui va en profondeur, un petit peu dans la lignée, pour ceux qui connaissent aussi à cette époque, Isaac Bruce, Terry Holt, voilà, les receveurs des Rams, qui étaient très très rapides et très en profondeur. Quadri Ismaël, c'est vraiment ce style-là de joueur. Il fait mal tout de suite, quoi, 17-0, et nos cornerbacks qui sont totalement à la rue. Il faut dire qu'on n'avait pas le meilleur corps de defensive back, à croire que c'est un peu le point noir des Patriots. C'est ça. Et là, on continue. Les Patriots font un free and out. Minnesota, pareil. Donc, punt sur punt sur punt. Et puis, on atterrit tout de suite sur le drive suivant. Il reste 7 minutes dans ce deuxième quart-temps. Et qui est un drive qui dure quand même 7 minutes, qui dure assez longtemps, de Minnesota. Mais les Patriots, quand même, parviennent quand même à arrêter Minnesota sur nos 15 yards et ça se termine par un simple field goal et on est déjà à 20-0. 20-0, on approche de la mi-temps, les supporters commencent à s'impatienter, à partir. N'oublions pas encore une fois qu'on est vraiment dans une série d'années noires. Donc les supporters vont au stade un petit peu plus pour boire un coup et manger des burgers que regarder du beau football. C'est ça. Et donc il reste
9 secondes au chrono et on arrive à faire une petite percée en enchaînant deux passes sur Leroy Thompson, une sur Timpson et une sur Vincent Brisby pour se mettre en position de field goal et donc terminer cette mi-temps avec un field goal de 38 heures 23 de Melbourne. Voilà. Exactement, c'est un des points. C'est la mi-temps, voilà, la mi-temps est sifflée à 20 pour les Vikings et 3 pour nous. Et dans le drive que tu as décrit, il nous manque encore une fois un touchdown extraordinaire qui aurait pu être marqué par Crittenden, toujours ce jeune receveur, qui était quand même très connu à cette époque-là pour faire des réceptions un peu acrobatiques. C'est-à-dire que c'est un joueur qui montait très haut, une grosse détente. Et là, à un moment donné, on croit qu'à touchdown, Drew Bledsoe lui lance sur le numéro, et puis non, il met un pied dehors, donc le touchdown est refusé, donc on n'y arrive pas, on met le field goal. 20-3 pour les Vikings. À ce moment-là, on est quand même à 230 yards pour Warren Moon, le QB des Vikings, et 74 seulement pour Drew Bledsoe. Donc la déception du jeune joueur Drew Bledsoe à ce moment-là. Voilà, mal complètement. Hein. C'est-à-dire un peu le match, malheureusement, qu'on pouvait s'attendre. Beaucoup de spécialistes, c'est-à-dire un match à sens unique, Minnesota déroule, les Patriots ne font pas grand-chose. Quand on voit les fiches, voilà, ça répondait exactement aux attentes de tous les experts à ce moment-là. C'est ça, et on se dit, ce match est plié à la mi-temps, quelle déception, il n'y aura pas de comeback, il n'y aura rien du tout, c'est voilà. Trop de domination des Vikings. C'est ça, et ce qui se passe pendant la mi-temps, Bill Parcells décide de totalement en fait abandonner son game plan qui ne marche pas clairement. On est frein out sur frein out et on passe sur une gestion en no-huddle, donc en attaque rapide, pour justement essayer de désarçonner cette défense de Minnesota et essayer d'avancer et d'aller un peu plus loin et essayer d'aller à un moment, au moins une fois dans la rencontre, aller chercher l'embut. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, Cédric, c'est que ce no-huddle aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas les Patriots en 1994, ça nous semble normal. Un no-huddle, Tom Brady, Belichick, allez on attaque, on va vite. Mais ce qui est bien, c'est de se rendre compte qu'en 94, ce no-huddle, Parcells le met en place et on va se rendre compte que ça change complètement la vision de ce match. Exactement, et on le voit tout de suite dès le premier drive de cette deuxième mi-temps où au final on fait first down sur first down quasiment avec des passes dans l'ordre sur Ben Coates de 10 yards, Michael Thompson de 8, on a une course de Leroy Thompson de 13, on va chercher Timpson pour 6 et on finit sur un TD sur le jeune Crittenden, voilà, de 31 yards de field goal. On revient tout de suite à 20-10. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que ce no-huddle a fonctionné. Pourquoi ? C'est un truc qu'on dit toujours, on le dit actuellement quand on parle des matchs des Patriots. Ce qu'on aime, c'est quand il y a de la variété de jeu. Et là, on se rend compte que Drew Bledsoe, finalement, il prend un petit peu le match en main. Et parce qu'il n'y a pas de huddle, donc c'est sur la ligne, il dit voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et il alterne bien les courses et les passes. Alors bien sûr, on oriente un peu plus sur les passes, puisqu'on a quand même Drew Bledsoe, comme on l'a dit au début, qui a un gros bras, qui est quand même très doué. Mais on fait aussi courir Thompson, on fait des surprises, on alterne, et ça finit tout de suite par un touchdown, 20-10. Ça y est, le match est relancé. C'est ça. Et tout de suite, le drive suivant de Minnesota ne donne rien. Et punté, Minnesota est sur sa ligne des 45. Et donc punt tout de suite de Minnesota. Et donc récupération de la balle par New England. Alors le drive suivant n'a pas donné grand-chose malheureusement. Donc on fait un frein out assez rapidement. Et c'est là que Minnesota donc, récupère le ballon sur sa ligne des 47. Et l'action suivante conduit à un fumble de Chris Carter. Une passe dans le plein centre pour 5 yards de Moon vers Carter. Et fumble récupéré par l'équipe de New England. Et avec un sac juste avant d'un joueur qui était excellent, Jones, un DE. Voilà, très belle défense des Patriots quand même à ce moment-là. On était quand même dans des années noires, comme on en a parlé, où le seul intérêt chez les Patriots, c'était les défenseurs. L'année où on n'a fait qu'une seule victoire en 1990, notre seul joueur, le seul joueur qui allait au Pro Bowl, c'était un linebacker. Là, cette année, on est pareil. C'est-à-dire que cette année-là, la défense au sol, on est avec Willie McGinest, que tout le monde connaît maintenant,
On est avec un linebacker qui s'appelle Vincent Brown, qui est très très fort. On est avec un Collins qui est très très fort. Et peut-être certains le connaissent, un Chris Slade. Ça, c'est le quatuor de linebacker. Et puis on a aussi ce DE, Mike Jones, qui est très très fort et qui crée le sac juste avant le fumble. Donc voilà, on se rend compte que finalement, qui c'est qui réagit? Oui, c'est Drew Bledsoe qui prend les choses en main, mais on a aussi la défense qui réagit et qui fait mal aux Vikings de Minnesota. C'est ça. Et tout de suite, donc, drive les New England Patriots où ça avance même très bien. Exactement. Passe de Coates pour 18, Timpson de 15, Leroy Thompson de 7, l'équipe avance. L'équipe avance et commence à faire douter l'adversaire. C'est ça, l'équipe avance et on arrive malheureusement pas à marquer un TD, mais un field goal. Sauf qu'on vous l'a dit en début d'émission, Matt Bard n'est pas forcément un kicker très fiable. Et malheureusement, le kick de 39 yards est raté. Et c'est ça. Alors on se dit qu'on était à 20-10, on se dit que 23, ça aurait été sympa. On revenait à un touchdown. On a quand même l'approche du quatrième quart le quatrième quart qui pointe le bout de son nez. On se dit, pétard, on a peut-être raté le coche. Oui. Et surtout que ce troisième quart donne plus rien des deux côtés. Non, il se neutralise, il se passe rien, ça n'avance pas, plus personne n'avance. Les Vikings sont bien contents de mener 20-10 parce qu'ils ont vu le retournement un petit peu de situation, et les Patriots n'arrivent pas à marquer de points au tableau d'affichage. Non, et ça continue dans ce quatrième quart, et ça continue un bout de temps dans ce quatrième quart. C'est ça. On arrive même jusqu'à... 5 minutes de la fin. Voilà, j'allais dire 4 minutes. 5 minutes de la fin. On est là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on a 10 points d'écart, c'est pas beaucoup, mais finalement, ça fait 2 quarts-temps qu'on n'arrive pas à mettre un point. Il nous reste plus que 5 minutes pour mettre au moins un field goal et un touchdown. C'est ça. À 5 minutes de la fin, ça commence la situation à devenir très, très compliquée. Très critique. Et on part, et là, on est il reste 5 minutes 05, et on part de nos 13 yards. Et là, ça avance. Et ça avance, passe. Le drive... c'est pas compliqué, il n'y a que des passes. C'est ça. Là, on est vraiment sur, écoute, Drew Bledsoe, tu prends le ballon et tu balances. À Brisby, à Timpson, à Crittenden, à qui tu veux, mais tu balances. Voilà. Et il y a tout le monde, et comme l'a dit précédemment, il y a tout le monde qui est passé. Thompson, Coates, Crittenden aussi, a réceptionné une passe. Thompson qui a même réceptionné une de 22 yards. Et c'est finalement le running back sur une passe, évidemment, de Drew Bledsoe de 5 yards, qui va conduire à un TD. Enfin 27, l'espoir renaît. L'espoir renaît, il reste 2 minutes. Pendant ce temps, l'objectif de Minnesota est très simple. Il faut manger le chrono. C'est ça. Il reste 2-27. Et ça commence tout de suite par Moon qui met une passe en plein centre pour Jordan. De 6 yards, ça avance. Premier temps mort de New England. Ensuite, il joue à la course. Deuxième temps mort de New England. Ça continue. Alors, attends, juste, je te fais une pause, Cédric. À ce moment-là, rappelez-vous, Drew Bledsoe, au début, il était à 70 yards sur tout le match. Il est à ce moment-là à 314 yards de touchdown. C'est-à-dire qu'il a complètement renversé la tendance. Tout est changé. Warren Moon, qui dominait le match, le duo contre Drew, ne domine plus du tout. Donc ça, là, on a un espoir. Le public est en folie. C'est ça. Et ça avance le deuxième temps mort de New England utilisé. Et là, Moon tente une passe qui est ratée. Du coup, Minnesota va se dégager. Il reste une 50. C'est ça. Et alors là, c'est littéralement la folie dans le stade. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Pour ceux qui sont allés dans des stades NFL, à la mi-temps, si le match est un peu plié, il n'y a plus grand monde dans les tribunes. Les gens vont manger un burger, un hot dog, vont boire de la bière, ils ne regardent plus le match. Par contre, je peux vous dire qu'à ce moment-là, tous ceux qui étaient allés manger des hot dogs, ils sont revenus, ils sont assis à leur place et c'est de la folie. Tout le monde y croit. 20-17, on a juste un field goal à mettre. Les Patriots, les losers de la NFL à ce moment-là, égaliseraient face aux Vikings des stars Warren Moon, Carter et compagnie. C'est vraiment de la folie dans le stade à ce moment-là. C'est ça, c'est vraiment de la folie. Et donc il reste une 50. Une 50 pour les Patriots pour aller au moins chercher un field goal et l'égalisation. Ça commence sur une passe. Mais c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? En face, on a donc cette équipe folle des Vikings, mais depuis tout à l'heure on parle que des joueurs en attaque des Vikings parce qu'ils ont tellement marqué de touchdowns, ils étaient tellement bons, mais en défense les Vikings, il y a
des joueurs qui sont énormes. On a, comment il s'appelle ce joueur? Oh là là, je l'ai plus en tête. Il y a en tout cas un DE qui est juste phénoménal aux Vikings. Vous chercherez sur Internet. Et ce DE, il est... Ah oui, Randall, ça y est, ça me revient. John Randall, qui est un pro bowler émérite. Il a dû y aller 10 fois au Pro Bowl. C'est sa maison. Et on a aussi, certains vont se rappeler de ce joueur, enfin de cet entraîneur du moins, Del Rio. Del Rio, certains qui nous écoutent se disent, mais c'est un entraîneur, l'entraîneur des Jaguars, l'entraîneur des Raiders. Oui, oui, sauf qu'à ce moment-là, c'était un joueur. Et il est chez les Vikings, et c'est un pro bowler. Donc on a une défense en face, c'est pas des rigolos quoi en face. Et Drew Bledsoe va s'en rendre compte. C'est ça, parce qu'on arrive tout de suite à un 3e et 10, 4e et 10. 4e et 10, le public est en folie, mais le public a peur. Oui, c'est ça. 3 passes ratées. Et puis nous sommes sur nos 40 yards, on n'a pas avancé. Nous sommes sur nos 40 yards. Exactement. Et Bledsoe va chercher Brisby pour 25 yards. Vincent Brisby, mon receveur. Ça y est, enfin il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Temps mort et il continue à faire quelque chose parce qu'on avance. Il reste une minute et quelques à ce moment-là. Exactement. Il reste pas beaucoup. Il reste pas beaucoup et ça avance. Brisby 8 yards encore. Donc on avance. On avance. On est sur la ligne des 28 de Minnesota. 20 yards de la passe 28. De Timson. On peut mettre un coup de pied à ce moment-là. On peut mettre un coup de pied. Dans l'esprit, le 20-20 est envisageable maintenant. Complètement. Sauf qu'on sait kicker. Sauf qu'on veut marquer. On veut marquer, parce qu'on sait que le kicker, on ne sait pas s'il va le réussir. On vous l'a dit en début d'émission, Matt Barr, c'est pas un kicker très très fiable. Donc est-ce que ça va passer avec ce kicker? En tout cas, on essaye d'avancer. On essaye d'avancer jusqu'à arriver sur la ligne des 5 où on complète une passe de 6 yards et temps mort Minnesota. Minnesota comprennent qu'ils sont en danger, qu'ils vont avoir besoin de temps pour monter, potentiellement. Ce qui est logique. Mais pourtant, est-ce qu'on va arriver à réussir ce field goal? Ça, c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Et les dernières tentatives qui restent sont des passes incomplètes. C'est ça. Passe incomplète sur passe incomplète. On n'arrive pas à marquer ce touchdown. C'est ça. Et donc, on arrive à 14 secondes de la fin et ce fameux field goal. Ce fameux field goal qui est normalement choisi de 23 yards. Pour un kicker, c'est un kick facile. Le public tremble. C'est ça. Est-ce que il reste 19 secondes. Hein. 19 secondes. C'est-à-dire s'il est raté, c'est terminé. Le match est fini, on rentre à la maison. Exactement. Matt Barr a déjà raté un field goal. Est-ce qu'il va en rater un deuxième? Est-ce qu'il est en confiance ou pas? Et il le réussit. 20 partout. C'est ça. C'est la folie. 20 partout. On égalise. Il reste 10 secondes. Le match est officiellement en overtime. Voilà, exactement. Le match est en overtime. Alors avant de vous parler de cet overtime et de vous donner l'issue de la rencontre, on va parler de ce toss de cet overtime. Mais oui, mais raconte-nous Cédric, c'est un toss qui est assez exceptionnel. C'est le capitaine de l'équipe, à ce moment-là, je vous en ai parlé, c'est un des 4 superbes linebackers que nous avait, Vincent Brown. Bon, j'adorais ce joueur, c'était un petit peu mon idole en défense à cette époque. Vincent Brown arrive, 10 piles, ou face, je ne sais plus. Vas-y, Cédric, je te laisse continuer. En fait, il dit piles, il choisit le côté de la pièce, sauf qu'il choisit le côté de la pièce quasiment au même moment où la pièce touche le sol. Donc, à l'époque, c'était déjà trop Bledsoe qui conteste, de se dire, mais attendez, il le dit, la pièce a touché le sol pour lui. Et ce qui se passe, c'est que l'arbitre inverse la décision et dit, maintenant, c'est aux Patriots de choisir et cette fois de décider du toss de la pièce. Et ce qui se passe, c'est que Bledsoe choisit le bon côté. Donc et il choisit le ballon. Donc finalement, c'est les Patriots. Alors potentiellement, au départ, c'était les Vikings qui auraient dû avoir le ballon dans cette overtime. Exactement. Donc, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, il y a un toss un peu litigieux. On comprend pas bien ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, les Patriots récupèrent le ballon et vont attaquer en overtime en premier. C'est ça. Et la règle en overtime, s'il y a un TD, le match est fini. C'est encore pareil aujourd'hui. S'il y a un TD, le premier qui marque a gagné. Et à cette époque-là, on est même sur le premier qui marque 3 points. Hein. C'est ça. C'est plié. Celui qui marque a gagné. C'est ça. Donc c'est hyper important de commencer. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe donc dans cet overtime? Drew Bledsoe, il complète.
On retrouve un tout petit peu la course en 3 petites actions. Ouais, il y a une variation quand même. Il revient un peu à ce qu'il avait fait au retour du vestiaire au début, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'il a fait ces dernières minutes où c'était la passe à outrance. Non, là il se dit on est en overtime, c'est un nouveau match qui commence. Je vais alterner course-passe. Non, même ils pas. sont surpris Même pas. en face. Ils sont surpris Même en face. pas. C'est même pas alterné. C'est qu'il fait 5 passes de suite. Après, effectivement, on alterne parce qu'effectivement, on fait 3 courses. Et Drew Bledsoe fait un 6 sur 6 pour aller trouver la end zone et Kevin Turner. Tout à fait. Qu'on n'a pas parlé. Et on n'en a pas parlé. Parce qu'il n'a pas été visé une seule fois de cette rencontre. Mais non, exactement. C'est-à-dire que c'est un peu le choix surprise. Le choix surprise. Voilà, exactement. Une action de 14 yards pour aller chercher le TD. Et donc la victoire des New England Patriots sur, au final, un vrai comeback. Parce qu'on vous rappelle, ils étaient menés 20-3 à la mi-temps. Donc au final, le score se finit à 20-26. Exactement, puisque c'est terminé, c'est en overtime, on ne frappera pas le field goal, donc c'est seulement 6 points. On était à 20-20, ça fait donc 26-20, et à ce moment-là, je vous laisse imaginer l'ambiance dans ce stade. Donc on est quand même on n'est pas au Gillette Stadium, hein. On est au Foxborough Stadium, c'est-à-dire que c'est le stade qu'il y avait avant le Gillette Stadium, un vieux stade. On essaiera aussi de vous mettre une petite photo, un vieux stade où j'ai eu la chance d'aller 3 fois, et qui est juste dingue parce que les fauteuils, c'est de l'acier, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fauteuils confortables, c'est des fauteuils avec des barres d'acier de 20 cm, donc on est mal assis dessus, sauf que quand on se met debout et qu'on saute, ça fait beaucoup de bruit, donc les gens tapent sur ces fauteuils, sautent, ça fait un vacarme de tous les diables, et Drew Bledsoe tombe dans les bras de Bruce Armstrong, son left tackle, et c'est juste de la folie furieuse, quoi. Et ce match entre dans la légende et commence à faire connaître Drew Bledsoe comme un capitaine comeback, c'est-à-dire Monsieur Comeback. Il devient très très connu pour ça à partir de là. Intéressant dans ce match, et on l'a évoqué en début d'émission, où la consigne de Bill Parcells a été à Drew de lancer. Monsieur Comeback, président, tu peux nous donner les stats de Drew Bledsoe pendant cette rencontre ? Écoute, je les ai sous les yeux et on est sur du 426 yards lancés, 3 touchdowns, 0 interception. Mais surtout, 45 passes complétées sur, écoutez-moi bien, 70 passes. C'est-à-dire que Drew a lancé 70 passes, on a réussi 45, avec un rating de 96. Juste phénoménal. Voilà. C'est très compliqué encore là de voir cette année un quarterback lancer 70 passes. Voilà. C'est absolument énorme. Et je vais même aller plus loin. C'est une année où Drew Bledsoe finit par... alors je crois que c'est cette année-là à vérifier, mais oui, c'est quasiment certain. En 94, il termine avec un nombre de passes total sur l'année, de yards, pardon, de 4555. Et c'est un record NFL, en fait. Il entre dans la légende cette année-là pour le nombre de yards lancés. C'est ça. Et là, président, nous on va terminer bientôt cette émission. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu retiens un peu de cette rencontre qui a marqué quelque part l'histoire des Patriots, justement révélant un peu au monde de la NFL, Drew Bledsoe. Oui, tout à fait. Tu sais mon amour pour ce joueur, mais il faut le remettre dans un contexte. Aujourd'hui, tu sais que j'aime Drew Bledsoe, qu'à l'époque j'aimais Drew Bledsoe, mais à ce moment-là, Drew Bledsoe, moi je le kiffe à fond. Je suis fan de lui, j'ai l'espoir que les Patriots deviennent un grand club, mais finalement, je ne sais pas s'il va réussir en NFL. Et sa première saison a été correcte, mais bon, une saison de rookie, quoi. C'est un rookie qu'on met titulaire, donc c'est vachement difficile. Et surtout, on a une franchise qui compte sur lui autant que sur Bill Parcells. Donc, on espère que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, ça va faire comme tous ces joueurs. On en connaît des millions de QB qu'on a mis comme rookie et qui se sont plantés et qui ont disparu. Donc moi, je suis dans un espoir total. Et en fait, ce match, qu'est-ce qui se passe ? À l'époque, on avait des matchs à la télé, on en avait un, on avait quelques highlights, et c'est tout. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, donc on avait peu d'images. Et moi, je vois les highlights de ce match, et je me dis, il me faut ce match. Donc, je prends ma plume et j'écris aux États-Unis un organisme que j'avais contacté et qui t'envoyait des cassettes VHS à la maison. Et moi, je commande ce match parce que je veux le voir de mes yeux vus, et je le reçois 3 semaines après, parce qu'à l'époque, c'était long. Et je reçois ma cassette VHS et je la regarde. Et après ce match,
ouais, je crois que c'est là que j'ai commencé vraiment à aimer Drew Bledsoe plus que tout. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est notre sauveur. Il va nous amener un jour au Super Bowl. On y croit. Les losers que nous sommes, eh ben, c'est terminé. On va peut-être gagner un Super Bowl un jour. Voilà ce que ça a changé ce jour-là. Voilà, et on voulait commencer pour vous donner un petit clin d'œil au match qui va se dérouler ce week-end entre les New England Patriots et les Minnesota Vikings. Ouais, on espère que le scénario sera pareil, ça serait juste énorme. Oui, c'est pas improbable non plus que ça peut se passer. Alors peut-être pas ça peut. aussi rocambolesque avec l'histoire du toss notamment, qui change quelque part aussi la décision de cette rencontre peut-être. Tout à fait. En tout cas, voilà, c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas Tom Brady à 70 passes. Non, ça c'est sûr. Voilà, on voulait vous faire en tout cas ce petit clin d'œil pour cette première émission du Comeback. On espère que ça vous a plu. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez été nombreux à nous écouter. Et nous, on va continuer à vous dérouler un peu comme ça le fil de l'histoire de cette franchise pour que vous connaissiez encore un peu mieux cette franchise des New England Patriots. Il me reste à te remercier, Président, pour cette émission. Oh, merci à toi, Cédric. Toujours un plaisir et j'espère que ça vous a plu et que les prochaines émissions vous intéresseront aussi. On va essayer de faire au mieux. Voilà, il me reste à vous souhaiter en tout cas une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez, de bons matchs NFL et n'oubliez pas le fan club français des New England Patriots. Partout toujours. Bonsoir.